Europe 1, 7h41. Europe 1, les lundis de la primaire. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. Je veux parler au nom du peuple de France. L'identité heureuse, l'identité retrouvée de la France. Qu'est-ce qui compte? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Je vois bien le duel annoncé. La primaire est une chance. Les lundis de la primaire avec ce matin François Fillon, l'homme qui répète qu'il veut rétablir l'autorité de l'État mais qui pour l'instant reste à la traîne dans les sondages entre 10 et 11% selon celui qui est arrivé ce matin. L'ancien Premier ministre est avec nous jusqu'à 9h. Bonjour François Fillon. Bonjour. Un policier de 28 ans est toujours ce matin entre la vie et la mort après une attaque au cocktail Molotov samedi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Une de ses collègues de 39 ans est-elle à l'hôpital. François Fillon, quelle réponse donner enfin à cette extrême violence? Comment on sécurise ces quartiers? Il faut une réponse exemplaire. Il faut juger les coupables de cet acte pour tentative de meurtre. Il faut qu'ils soient enfermés. Il faut que ceux qui seraient tentés de les imiter sachent que la sanction sera d'une extrême dureté. Et ensuite, il faut remettre des forces de police dans les quartiers, il faut construire des places de prison, il faut conduire une politique constante, dans la durée, sans embarder, sans coup de volant, pour lutter contre une dérive, au fond, d'une partie de la société française. Mais vous êtes le Premier ministre qui, avec Nicolas Sarkozy, a réduit le nombre de policiers et de gendarmes de 9256 entre 2007 et 2012. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer sur ce sujet. Il y a, et je le dis devant vous, parce que je crois qu'il y a des journalistes, je ne sais pas si c'est ceux d'Europe 1 qui contestent ces chiffres, mais je vais les redonner quand même. Il y a plus de policiers par habitant en France qu'en Allemagne et qu'en Angleterre. Simplement, ces policiers ne sont pas organisés comme il le faut. Ils n'ont pas les moyens nécessaires. Ils n'ont pas les matériels nécessaires. Ils ne sont pas forcément placés là où il faut les placer. Donc le débat sur les effectifs, je ne l'écarte pas d'un revers de la main, mais je 9000 de moins sur le terrain, oui, ça se voit. Bah oui, mais enfin ça fait quelques pourcents et ça ne change pas. C'est pas parce qu'il y a un peu de policiers de moins ou un peu de policiers de plus que la question des territoires perdus de la République, des territoires abandonnés va être changée. En revanche, une vraie politique de priorité à la modernisation de la police et de la gendarmerie, la construction, comme je le propose, de 17 000 places de prison en 5 ans, ça aurait de l'efficacité. C'est ce que veut faire aussi le gouvernement qui a annoncé un plan de construction de places de prison. Avec une différence, c'est qu'il est à la fin de son mandat. C'est ça qui est un peu gênant. Hier au Zénith, Nicolas Sarkozy a dénoncé les voyous, les caïds, les racailles qui se croient tout permis. Vous reprenez ces mots, François Fillon? Les mots ne sont pas utiles. Je veux dire, on connaît le discours de Nicolas Sarkozy sur ce sujet, mais l'efficacité de ce discours, on la connaît moins. Ce qu'il faut, c'est des politiques menées avec fermeté dans la durée. Voilà, si on décide de construire des places de prison, c'est pendant 10 ans on construit des places de prison. On ne change pas de politique tous les 2 ans et demi. Si on décide de donner aux policiers des nouveaux moyens pour lutter contre contre ces voyous, on le fait, et on le fait, j'ai envie de dire, quelles que soient les alternances. Ce dont la France a besoin, c'est de sérénité, c'est d'être géré avec fermeté, mais avec calme. L'autre sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, c'est l'économie. Alors vous souhaitez, vous, simplifier à l'extrême le droit du travail, faciliter les licenciements, mettre en place un contrat de travail unique dans lequel les modalités de rupture seraient prédéfinies. Vous voulez supprimer les emplois aidés, développer le travail indépendant et bien sûr en finir avec ce que vous appelez l'utopie des 35 heures. Certains disent, Fillon c'est Thatcher. Vous le prenez comme un compliment ou comme une critique, François Fillon? Je le prends comme un compliment dans la mesure où c'est une femme qui a redressé son pays, ce qui n'est pas le cas de la plupart de ceux qui m'adressent cette critique. Bon, quand vous dites que je veux simplifier le droit du travail à l'extrême, vous pouvez retirer l'extrême parce que ça restera un droit du travail extrêmement sophistiqué. Et qui continuera à défendre les salariés? Mais évidemment, bien sûr. Il est hors de question de revenir sur les principes fondamentaux du droit du travail. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que l'économie française fonctionne pas? C'est tout cet amas de bureaucratie et de réglementation qui ont souvent rien à voir avec l'essentiel, mais qui bloquent les initiatives et qui bloquent le travail. Sans parler des 35 heures pour lesquelles je propose simplement de renvoyer à la négociation dans les entreprises de la manière la plus libre qui soit la fixation du temps de travail. Il n'y aura plus de durée légale du travail. Et la durée légale du travail aujourd'hui ne sert plus qu'à une seule chose, elle sert à déclencher les heures supplémentaires. Elle ne sert pas à protéger les salariés contre des horaires excessifs. On n'en est plus là
absolument plus là aujourd'hui. Donc en supprimant la durée légale et en renvoyant à la négociation dans les entreprises, on change de monde. On rentre dans un monde où on fait confiance. On rentre dans un monde où il y a un vrai sujet de dialogue social dans les entreprises et où on peut adapter le temps de travail à la réalité des uns et des autres. Sauf que pour parler, il faut avoir des syndicats face à soi. Vous risquez de les crisper un peu parce que là où Margaret Thatcher serait fière de vous, c'est dans votre rapport aux fonctionnaires. Vous souhaitez qu'ils travaillent plus, en passant de 35 à 39 heures. Vous en supprimez 500 000 sur 5 ans, sans toucher toutefois au domaine de la sécurité et de la justice. Et ben, du coup, on se demande, François Fillon, si dans votre esprit, les profs, les personnels hospitaliers, les infirmières ne sont que des feignants qui coûtent cher et qui ne servent pas à grand-chose. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires ? Voilà. Quand on pose cette question, si on se la posait tous régulièrement, peut-être que même ceux qui aujourd'hui sont hostiles à la diminution des effectifs publics finiraient par se rendre compte que ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de ses services publics aujourd'hui ? On a beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'on en avait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc le nombre ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, on consacre 57% de toute la richesse nationale à la dépense publique. 57% de tout ce que les Français produisent repasse en dépenses publiques. C'est devenu insupportable. Oui, il y a les chiffres, mais il y a la réalité. Vous avez entendu ces profs, ces parents d'élèves qui recrutent des profs sur le Bon Coin tout à l'heure dans le journal de 7h30. Ils ne trouvent pas de prof de maths, pas de prof de chimie. Comment on veut... Quand il y avait moins de fonctionnaires, est-ce que le pays était moins bien administré ? Absolument pas. Il était d'ailleurs moins en crise qu'aujourd'hui. Donc la première chose que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Pourquoi ? Parce que ça représente l'équivalent de 500 000 emplois. Voilà. Donc on a fait, en passant à 35 heures, on a en gros créé l'équivalent de 500 000 emplois, alors qu'on n'avait pas les moyens de se les payer. La deuxième raison pour laquelle je veux que les fonctionnaires repassent à 39 heures, c'est que ça deviendra la référence pour les négociations dans le secteur privé. Mes concurrents à la primaire n'osent pas aller jusque-là. Du coup, la négociation dans les entreprises qui proposent n'aboutira pas, parce que la référence restera la référence du temps de travail des fonctionnaires, qui souvent d'ailleurs inférieur à 35 heures, souvent inférieur à 35 heures. Et la dernière chose, c'est que les fonctionnaires aujourd'hui n'ont aucune perspective de carrière, aucune perspective d'augmentation de salaire, ce qui est ingérable. Donc moi, je propose qu'on leur redonne des perspectives de carrière, mais pour ça, il faut accepter de travailler un peu plus. Vous souhaitez également augmenter de 2 points la TVA pour les taux de 10 et de 20%. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'injustice là ? Parce que tout le monde la paye, la TVA. Est-ce que ce ne sont pas les plus modestes qui auront le plus de mal à supporter cette hausse au quotidien ? Je souhaite baisser les charges de 50 milliards, donc 10 milliards sur les salariés, donc sur leur pouvoir d'achat. Et je souhaite en échange augmenter de 15 milliards la TVA. Pourquoi ? Parce qu'il est normal que ce soit la consommation qui paie la protection sociale. On ne risque pas de la casser, la consommation ? Avec 2% d'augmentation de la TVA, il n'y a aucun risque. On est dans une inflation qui est extrêmement basse. Ces 2% de TVA seront absorbés et par la distribution et par la compétitivité des entreprises, comme ça a été le cas en Allemagne. Je veux dire, ce n'est pas des solutions qui sont des solutions hasardeuses, ce n'est pas des solutions qui n'ont jamais été testées. C'est ce que les Allemands ont fait. Ils ont augmenté un peu la TVA, ils ont baissé les charges sociales, moyennant quoi ils sont plus compétitifs que nous. Notre industrie part en lambeaux. Le gouvernement est obligé d'acheter des trains quand il n'en a pas besoin. À Lyon, je me suis fait interpeller par des salariés d'une entreprise qui fabrique des luminaires. Ils m'ont demandé si le gouvernement allait acheter des luminaires pour sauver leur entreprise. Alors qu'il faudrait augmenter la compétitivité de ces entreprises. Et pour ça, la seule solution, c'est de baisser les charges. François Fillon, 3 questions très concrètes à présent avec, s'il vous plaît, des réponses courtes et directes. François Fillon, président, baisse-t-il l'impôt sur le revenu pour les ménages ? Non, pas aujourd'hui, parce que la priorité, c'est le redémarrage de l'économie. François Fillon, président, met-il en place la dégressivité des allocations chômage ? Oui, je le propose dans mon projet, une dégressivité et un plafonnement à 75% du revenu de remplacement. Donc c'est plafonné de quelle manière ? C'est 20% de moins la première année ? Non, je propose de le faire à partir de la première année, une baisse de 15% et un plafonnement au total à 75%. D'accord. François Fillon fait passer l'âge légal de la retraite à 65 ans, ça c'est écrit dans votre programme, mais supprime-t-il les régimes spéciaux de retraite ? Je propose, moi, de soumettre au référendum en septembre la modification de la Constitution pour introduire dans la Constitution le principe d'égalité des régimes sociaux. Donc c'est une façon de dire que vous voulez supprimer les régimes spéciaux. Mais je veux le faire en plaçant le principe d'égalité dans la Constitution, et ensuite, eh bien, à chaque fois que le Parlement légiférera, il devra aller vers la convergence des régimes sociaux. Alors on s'arrête une seconde là-dessus, s'il vous plaît. Pourquoi vous le feriez maintenant alors que vous ne l'avez pas fait ? Vous avez échoué à réformer les régimes spéciaux entre 2007 et 2012. D'abord, on l'a fait. Il y a eu une réforme. Il y a eu une réforme des régimes spéciaux. Une réforme dont le coût est quasiment aussi important que les économies réalisées
réalisé. Il y a eu des C'est compensations. un sénateur UMP qui l'a dit. Oui, mais il y a eu des Dominique compensations qui ont été mises en place pour arriver au résultat final. Et le résultat final, c'est quand même que les régimes spéciaux travaillent plus longtemps qu'ils ne Mais il y travaillaient a à toujours des régimes l'origine. spéciaux aujourd'hui. Mais il y a toujours des régimes spéciaux aujourd'hui. Je vous rappelle que, j'étais pas président de la République. 2, il y avait un contrat de gouvernement qui avait été approuvé par les Français en 2007. On a mis en œuvre ce contrat de gouvernement. Pour aller plus loin, il faut la légitimité populaire. C'est pour ça que le C'est programme... Nicolas Sarkozy à l'époque qui vous a empêché d'aller plus loin. Non, mais moi aussi, je suis solidaire de ce qu'on a mis en place. On s'est présenté, enfin Nicolas Sarkozy s'est présenté aux élections. Vous l'appelez encore Nicolas, c'est bon signe sur vos relations. Non, il s'est présenté aux élections de 2007 avec un programme. Ce programme n'était pas, de mon point de vue, suffisamment ambitieux, mais c'est le programme que les Français ont choisi. Vous pouvez pas vous faire élire sur un programme et faire le contraire le lendemain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui François Hollande est dans une très grande difficulté. Donc, moi, je propose d'inscrire clairement dans le programme des choses comme la suppression des 35 heures, comme la baisse des charges sociales ou la retraite à 65 ans. Comme ça, il y aura un mandat vous êtes populaire comme Alain pour le Juppé, faire. vous voulez tout dire très clairement avant, ce qui sera fait après. J'ai une question, parce que c'est une question qui revient fréquemment à l'école et ailleurs, c'est celle de la laïcité. François Fillon, quelle est simplement votre définition à vous de la laïcité ? C'est la liberté religieuse qui suppose que les religions ne cherchent pas à imposer leurs règles à la société. Voilà. Et donc on est arrivé à un compromis qui est un compromis qui, de mon point de vue, est satisfaisant, qui doit être maintenu. C'est la raison pour laquelle... Pas de nouvelle loi sur le voile à l'université, Non, sur les signes religieux. Je m'oppose à ce qu'on restreigne la liberté religieuse, donc de toutes les religions, pour régler un problème, un seul, qui est la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Donc il faut combattre l'intégrisme au sein de la communauté musulmane et en aucun cas s'attaquer à toutes les autres religions au motif qu'il y a cette question de l'intégrisme chez les musulmans. On ne va pas interdire demain les croix, les kippas, les t-shirts sur les plages avec l'effigie du pape et des journées mondiales de la jeunesse au motif qu'il y a un problème d'intégrisme. Donc on peut se baigner avec un t-shirt du pape à l'effigie de la journée mondiale de la jeunesse mais pas avec un burkini. Mais même la question du burkini, enfin ce sont des symboles qui viennent heurter nos concitoyens à juste titre, mais qui en réalité ne sont que le résultat de la montée de cet intégrisme. Donc est-ce qu'on combat cet intégrisme ou pas ? La question de savoir si on en combat les effets, c'est j'allais dire une question secondaire. Est-ce qu'on combat ceux qui, en Arabie Saoudite, sont à l'origine de ces pratiques ? Est-ce qu'on expulse les gens qui, sur notre territoire aujourd'hui, prônent une conception de la religion qui est totalement contraire à notre conception de la laïcité ? Est-ce qu'on interdit les financements religieux ? Est-ce qu'on organise le culte musulman comme on a organisé dans le passé, par exemple, le culte juif ? Voilà, ça, c'est des questions fondamentales et pas le burkini. S'il est élu, Nicolas Sarkozy souhaite organiser un référendum sur la rétention administrative des fichiers S les plus dangereux. Vous feriez campagne pour le oui ou pour le non à ce référendum ? Ça n'arrivera pas, c'est de l'enfumage, ça. Ce référendum, d'abord, il est techniquement quasiment impossible. Voilà, faire un référendum avant les élections législatives, c'est s'opposer à une motion de censure de l'ancienne majorité pour un sujet en plus qui, honnêtement, pourrait attendre que les élections législatives aient eu lieu. Sur le fond, moi, je propose une solution beaucoup plus radicale qui consiste à juger et à mettre en prison les personnes qui sont, pour une part, les fichiers S d'aujourd'hui, au motif qu'elles entretiennent des relations avec notre ennemi. Il y a une disposition dans le code pénal qui est tombée en désuétude qui s'appelle l'intelligence avec l'ennemi. Si on remet cette politique pénale en vigueur, ça suffit à régler une partie des problèmes. On peut arrêter ces personnes, les juger, et on peut les condamner jusqu'à 30 ans de prison. Mais il y a une grande différence entre ma proposition et celle de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on reste dans l'état de droit. Moi, le rétablissement de la lettre de cachet, je m'y opposerai de toutes mes forces. Encore deux questions pour finir. Le parquet ouvre une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme contre Éric Zemmour. Qu'est-ce qui vous choque ? Ce qu'il dit ou que la justice s'inquiète de ce qu'il dit ? Honnêtement, je trouve que je ne suis pas du tout d'accord avec Éric Zemmour sur beaucoup de choses, mais je trouve que ces procès sont franchement inutiles. Éric Zemmour menace pas la République, voilà. Donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'intenter un procès à Éric Zemmour. Il faut débattre avec lui, c'est suffisant. Vous avez parlé d'enfumage à propos de la proposition de Nicolas Sarkozy. Vous avez eu des mots, et vous avez des mots très durs contre lui depuis le début de cette campagne. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ? S'il remporte la primaire, est-ce que vous ferez sa campagne ou est-ce que vous vous mettrez en retrait, François Fillon ?
C'est moi qui vais remporter la primaire, donc la question ne se pose pas dans ces termes, monsieur Soto. Et si c'était à refaire, est-ce que vous accepteriez, vous, d'être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy ? La question ne se pose pas non plus, car je n'accepterai plus d'être le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Vous regrettez de l'avoir été pendant 5 ans et d'avoir visiblement mis certaines de vos convictions sous le tapis ? On était dans une autre configuration. J'ai pensé qu'on pouvait redresser le pays. On n'y est pas parvenu. Voilà, moi j'en ai tiré les conséquences. C'est un constat d'échec ? En tout cas, moi, je suis le premier à avoir fait la critique de notre propre action. Et je m'inclus dedans. C'est pas une critique de Nicolas Sarkozy, c'est une critique globale, de la majorité d'ailleurs, de l'ensemble de la majorité de l'époque. Et je trouve que beaucoup de responsables politiques n'ont pas fait ce travail de retour sur le passé. Et donc, du coup, ils sont moins crédibles pour proposer des solutions nouvelles aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on entend clairement, c'est que vous ne serez pas en 2017 le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, si parfois il vous le demandait.